L'État d'Israël a organisé une opération aussi secrète que gigantesque. 1985. Alors qu'une catastrophe humanitaire touche des milliers de réfugiés au Soudan, la presse mondiale révèle l'existence d'une opération secrète menée par avion pour exfiltrer des Juifs éthiopiens. Des Éthiopiens menacés par la sécheresse ont été emmenés en Israël et on a appris qu'une partie a transité par Bruxelles. Un gouvernement belge complice qui ferme les yeux et une compagnie charter qui remplace ces touristes par des réfugiés. Il y avait un arrangement politique secret avec le Soudan, donc ça ne pouvait pas s'ébruiter. Cet exodus nouveau style a nécessité la mise en place d'un véritable pont aérien confié à une compagnie belge de charter. Georges, il a tout de suite dit oui. Malgré le danger, ça allait nous porter préjudice d'une certaine manière. Durant les vols, des Éthiopiens affamés sont secourus par des hôtesses. Il y a des morts et des naissances. On voulait qu'ils se sentent pris en main et protégés. C'est la vie qui se termine pour l'un, c'est une naissance pour un autre. C'était dur. Après les menaces des pays arabes et des Palestiniens, les compagnies aériennes et le gouvernement israélien ont donc préféré interrompre cette opération. La réaction du gouvernement était prudentissime. La compagnie, elle a perdu beaucoup de sa clientèle. On a dû déposer le bilan. Pour quelles raisons ces réfugiés devaient-ils au plus vite quitter le Soudan ? Pourquoi le secret autour de ces vols humanitaires était-il essentiel ? Et surtout, comment une petite compagnie de charter, la TEA, s'est-elle retrouvée au centre d'une telle mission ? Voici l'histoire de l'opération Moïse, rendue possible par un homme d'affaires belge, Georges Guttelmann. Au début des années 80, l'aéroport de Bruxelles connaît un développement spectaculaire grâce à l'arrivée de vols bon marché pour les destinations de vacances. En 1984, une compagnie belge s'est spécialisée sur ce segment, son nom, TEA. Vol TEA à destination d'Alicante. Présentez-vous immédiatement, sortie numéro 1. À cette époque, les charters n'étaient pas autorisés en Europe. Une fois que le charter s'est démocratisé et que les vols pouvaient partir depuis la Belgique, on a commencé les vols de vacances. Les vols sur Palma de Majorque, sur l'Espagne, sur la Tunisie, sur toutes les destinations de soleil. C'était un moment vraiment l'aviation en révolution. Les gens ne voyageaient pas tellement en avion. Ils allaient en autobus, en train, mais ils n'allaient pas en avion. Mais tout d'un coup, le vol aérien en Méditerranée était devenu tellement bon marché que c'était moins cher de partir à Palma le week-end, d'aller à l'hôtel et de revenir chez soi que de rester à la maison pratiquement. Ça a été un succès phénoménal. C'était le début de l'aventure de la TEA. Trans-European Airways, des bâtiments dans l'ancienne aérogare de Melsbroek. Une compagnie charter jeune, 4 ans d'activité, 200 personnes dont 135 composent le personnel navigant et 30 les équipes d'entretien. J'étais hôtesse de l'air. Les contacts entre nous étaient excellents. C'était une petite compagnie. Enfin, il y avait quand même une centaine de personnes qui travaillaient, je crois, dans les avions. Tout le monde se connaissait. Les mécaniciens sol, les mécaniciens volants, les pilotes, les hôtesses, le personnel bureau, tout le monde se connaissait. C'est pour ça que je dis que c'était une bonne ambiance familiale. La compagnie TEA a été créée par un passionné d'aviation, l'homme d'affaires liégeois, Georges Guttelmann. Lorsqu'on a donné à cette compagnie le nom Trans-European Airways il y a 4 ans, c'est parce qu'on pensait à ce moment-là s'établir dans différents pays du marché commun. On considérait que notre entreprise était quelque chose de destiné à sombrer dans les prochains mois qui suivaient la création de cette société. Ça n'a pas été le cas, heureusement pour nous. Je suis le plus jeune des frères de Georges. Il a toujours eu un œil sur moi. C'est quelqu'un d'adorable, aimable, gentil, calme, une grande attention pour les gens autour de lui.
C'était un bout en train. Et quand je l'ai rencontré, il avait 27 ans, moi j'avais 20 ans, en 1966. C'était un moment plus gai de la vie, et voilà, on s'est mariés. Son grand rêve, c'était de voyager. Mais il avait un endroit qui le rendait fou, c'était New York. Pendant les études universitaires de Georges à Liège, certaines compagnies aériennes américaines sont venues démarcher des étudiants européens pour qu'ils servent de relais entre les passagers potentiels et ces compagnies aériennes. Donc ces compagnies offraient à tout étudiant qui ramenait 20 passagers un billet gratuit pour aller sur New York. Pendant toutes ses études, il a organisé des centaines et des centaines de vols qui a fini par lui donner une idée. Puisque j'ai vendu des milliers et des milliers de places, je pourrais acheter un avion. Et ainsi est arrivé le premier Boeing 720 qui a été baptisé du nom de l'épouse de Georges, Aline. Son audace, son sens développé des affaires l'ont amené à réaliser un premier bénéfice de 2 ou 3 millions, à l'instant où la plupart des compagnies calculent en dizaines, voire en centaines de millions, leur déficit annuel. C'est plus facile de réaliser des affaires quand on n'a rien à perdre, dit volontiers Georges Gutelman. Je crois que Georges était très ambitieux et il voulait faire de la TEA une compagnie d'ordre mondial. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, pour lier, par exemple, deux capitales, Bruxelles à Paris, 50% des vols étaient faits par la Sabena et 50% par Air France. Et la compagnie de Georges voulait participer à cette ère nouvelle du transport aérien qui est devenu maintenant un transport presque en commun. On termine la saison d'été qui tombait avec les vacances scolaires en octobre. Et là, il y avait l'hiver. En hiver, il y avait très peu de vols charter aux destinations espagnoles, italiennes ou autres. Il fallait bien trouver autre chose. Il se fait que l'hiver est une saison très chargée pour les pèlerinages musulmans à la Mecque. Depuis 1972, de novembre à février, la TEA transporte pour le compte d'Air Algérie les pèlerins vers la Mecque. Ainsi, avec l'avion européen Airbus, plus de 300 passagers, la TEA a transporté 36 000 des 55 000 pèlerins. Quand on est musulman, il paraît qu'une fois dans sa vie, on doit faire ce voyage. Donc on l'a fait d'Algérie, on l'a fait d'Égypte et on l'a fait du Soudan. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous connaissait à Khartoum sur le tarmac. Donc on avait très bonne réputation dans ces pays. Il est évident que nous sommes prêts à réagir très vite parce que nous sommes une société, comme vous le dites, relativement jeune et que nous sommes prêts à changer constamment de cap lorsque les circonstances l'imposent. Le 7 novembre 84, 2 personnes viennent dans mon bureau. À leur accent, je comprends qu'ils ne sont pas belges, ni flamands, ni wallons, mais qu'ils venaient d'Israël. Je ne savais pas qui étaient ces 2 personnes. Une était numéro 2 du Mossad, Ephraim Halevi. I served in the Mossad for almost 40 years. I was entrusted with an operation, a rescue operation, which was going on for quite some time, and had the purpose of rescuing Jews from Ethiopia through the territory of Sudan, without the knowledge of the Sudanese. In order to be able to carry out the operation, we had to find an air company which we could trust. And I came across George Gutelman through my brother-in-law. We spoke for 45 minutes. On est le 7 novembre 84.
Et à partir du 20 novembre 1984, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, on doit évacuer des Juifs d'Éthiopie au départ de Khartoum. Il me pose la question, est-ce que vous êtes d'accord? Et on va vous exposer tous les dangers que vous courez. Comme tous les Belges et les Occidentaux, Gutelman a découvert la situation des réfugiés au Soudan au travers d'images de famine qui, chaque soir, font la une des journaux télévisés. Leur état de santé est dramatique. Nous étions confrontés par les médias, par la misère humaine, en général dans beaucoup de pays en développement. C'est quelque chose qui ne peut pas vous laisser indifférent. Des images de misère enregistrées, mises en face de vous dans un confort personnel, à table, dans un salon, regardant les écrans, on se révolte, on se dit qu'est-ce qui se passe là-bas? C'était quelque chose d'irréel et de choquant. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que parmi ces réfugiés, il y a une importante communauté juive d'Éthiopie que l'on appelle les Falachas. I was born in a small village named Saramleh. We lived in rural areas, and in Ethiopia there are many tribes living together. When I was 5 years old, 6 years old, I have already my tasks in our family, helping my brothers to keep the fields, to take care of the cows and the sheep, bringing water from the spring, because we didn't have running water in our house. Cette communauté est minoritaire en Éthiopie, pays majoritairement chrétien et musulman. En 1984, les Juifs d'Éthiopie n'ont pas de poids politique et sont victimes de répression. There was prejudice. Very cruel prejudice about Jews. They believed that we can do like evil things, that we can harm only by looking at some person. They actually used to name us Falasha. Falasha meaning people who don't belong to the country, invaders. So we knew that we are not belong to Ethiopia. ኢትዮጵያ ለረሸላኑ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እያሉ ትልቆች ሲጫወቱ ስንሰማ ጀምረን ህልም መስሎን እያሰብን እያልን ህልም መስሎን። Dans le plus grand secret, le Mossad a envoyé au Soudan un de ses agents sous le nom de Mr. Y. Installé sous couverture, il a pour mission d'exfiltrer discrètement les Juifs éthiopiens vers Israël. When the state of Israel was declared in 1948, we have what we call the law of return. We have a law that says every Jew in the world immigrate to Israel, and the Israeli country will do its utmost to help this happen. But there is a body in Israel called the Chief Rabbinate who have the authority to declare who is Jew and who is not Jew. They decided the Ethiopian Jews are not Jewish enough for the law of return. The problem of whether they were or were not Jews was a matter of dispute amongst the religious authorities for many hundreds of years. But ultimately, the chief rabbi of Israel, Rabbi Ovadia Yosef, who was head of the Sephardic community of the Jews in Israel, pronounced as a matter of Jewish law that they were Jews and should be accepted as such. In that time, the guy who came into power was a communist called Mengistu Haile Mariam. He was against Israel, so that's why we couldn't take anyone out of Ethiopia. Mais les Juifs se sentaient quand même de plus en plus minorisés, même persécutés. Et donc beaucoup de Juifs se sont réfugiés au Soudan. We've been told that in Sudan, someone is waiting for us and will take care of us. The desire for Jerusalem was so strong, so we only needed someone to push us in order
to take a risk and leave everything and start a journey to Sudan, a dangerous journey to Sudan. The journey lasts 700 kilometers. It was far, it was difficult. We had to walk very quick. Many of the people who started the journey were killed by robbers, were some of them put in jail because the authorities caught them. Some died because they didn't have enough water, and they started the journey during the dry season. Fortunately, our group survived the journey, but eventually when we got there, it was actually a Red Cross refugee camp. It was shocking. Le tiers-monde, c'est aussi le problème des réfugiés qui viennent gonfler les rangs du sous-prolétariat. La guerre d'Éthiopie, par exemple, a envoyé au Soudan voisin plus de 700 000 réfugiés érythréens, dont la moitié sont des enfants. Les conditions de vie sont précaires, l'eau insalubre et cause de nombreuses maladies dont les premières victimes sont les tout jeunes enfants. L'environnement est hostile, la température passe de 40 degrés la journée à 5 degrés la nuit. In the refugee camp, you just wait. You cannot really work, you cannot build a life. We met other Ethiopian Jewish that are living there for months, and they are waiting. They were instructed when they went from Ethiopia to Sudan not to let anyone know in Sudan that they're Jews, because Sudan is a Muslim country, and we knew that if they would be found out that they were Jews, they would be harmed or killed. Refugee camp were a very dangerous place, of course, for a child like me, a child of 9-10 years old. We've been told that Sudanese can kidnap us and sell us to slavery. There were, of course, women were not protected. They could be kidnapped or raped. À l'automne 1984, le Mossad cherche une solution pour accélérer le rapatriement des Falachas. Mélangés aux millions de réfugiés, ils sont affamés et courent le danger supplémentaire d'être tués en raison de leurs origines religieuses. I would like to thank President Reagan for his invitation to me to come to visit once again the United States. And I would like to say to him that we are very pleased by our friendship to the people of the United States. By chance, we came across the fact that Vice President Bush of the United States of America was about to visit Sudan to meet with President Numeri. We thought that maybe if he would raise the request to Numeri to allow the Jews to come out with his knowledge, Vice President Bush agreed to make the proposition to President Numeri, and he came back and said that Numeri agreed. Les autorités soudanaises ont accepté que les Juifs quittent le pays à condition que le gouvernement israélien accorde une compensation financière au Soudan, ce qui s'est fait. But he had two conditions. One was that there would be no flights directly from Sudan to Tel Aviv and no Israeli aircraft. And the second condition was it had to be kept secret because he cannot allow himself to be known in the Arab countries as someone who helped the Israelis. I understood that we had to find a civil air company, somebody who would be able and would agree to place an aircraft at our disposal. I spoke to my brother-in-law, and he found that there was a company in Europe, which was a low-cost company called TEA, and it was run by a Jew, whose name was Gutelman.
Georges Gütelmann est un enfant de la Shoah. La mère de Georges, première épouse de mon père, elle a été envoyée dans les camps de concentration, entre autres Auschwitz, d'où elle n'est pas revenue. Georges a été un petit garçon très triste qui avait été caché dans un village en Belgique par des résistants jusqu'à ce que son papa vienne le rechercher et lui expliquant que sa maman était morte. Donc ça avait été déjà un début dans la vie très très difficile et ça ne l'a jamais vraiment quitté. À l'époque, Ephraim a dit à mon frère Georges que, n'ayant pas de relation diplomatique entre Israël et le Soudan, Israël ne pouvait pas aller chercher ces gens eux-mêmes. Donc il fallait trouver un autre moyen pour amener ces gens. Sachant que Georges avait une compagnie aérienne, il lui a demandé s'il acceptait de transporter ces réfugiés. Cette demande nous a d'abord fortement étonnés, parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait des Juifs en Éthiopie. Mais en entendant que ces gens étaient vraiment désespérés, il a tout de suite dit oui, malgré le danger, parce que finalement notre compagnie, elle était bien florissante, nos relations avec les pays du monde entier étaient tout à fait bonnes. Et faire ça, bien sûr, ça allait nous porter préjudice d'une certaine manière, commercialement. I said, look, about the costs of this, he said, on costs, this will not be a commercial operation of mine. This is my contribution to the people of Israel. He said, you will pay for the fuel, but the rest, I will bear the costs. Gütelmann était évidemment conscient du fait qu'une telle organisation demandait aussi beaucoup d'accompagnement administratif, des autorisations, de l'aide technique, un encadrement qui était de la compétence du gouvernement. Le gouvernement dans lequel j'étais à l'époque ministre des Affaires économiques et par après des Finances. Les élections anticipées et la victoire libérale ont fait le lit d'une nouvelle coalition, bleu-romaine cette fois, dirigée par Wilfried Martens, Martens le 5e. Nous ne cherchons pas la popularité, mais nous n'avons pas peur non plus de l'impopularité quand c'est nécessaire de prendre ces mesures. Un nouveau Martens entre en scène, déterminé et volontaire, véritable patron d'une équipe dont il va assumer la direction avec Jean Goll. On parlera donc désormais de l'équipe Martens-Goll. Jean Goll, ce nouveau ministre va jouer un rôle central pour associer le gouvernement à l'opération secrète. Et pour cause, l'homme politique est un proche de Georges et Aline Gütelmann. Le point commun entre l'homme d'affaires et le ministre, leur passé d'enfants juifs cachés en région liégeoise durant la Seconde Guerre mondiale. Jean Goll était mon chef au scout, donc je l'ai connu depuis l'âge de 6 ans. C'est devenu un ami très très proche et de Georges aussi, ce qui fait que c'était un de nos meilleurs amis. Ils étaient tous les deux d'origine juive. J'imagine que ça a quand même contribué à solidifier leur amitié. J'ai pu faire un voyage avec eux en Israël et en effet, c'était des camarades. J'accepte les tâches qui me sont confiées. J'ai l'impression que jusqu'à présent, je n'ai certainement pas manqué d'activité et qu'on ne me fait que des reproches qui sont normaux dans un régime démocratique. Mon frère a expliqué à Jean Goll le problème de ces réfugiés juifs éthiopiens au Soudan. Il a compris l'urgence du problème. Ça nous a permis d'avoir toutes les autorisations en si peu de temps. Jean Goll et Gütelmann sont venus m'expliquer ce qu'ils pouvaient espérer de la Belgique et le besoin que nous avions d'intervenir pour sauver ces populations-là. Je n'ai pas hésité un instant dans la réponse potentiellement positive. Il fallait réfléchir, il faut voir si c'est possible. Et j'avais donc bien compris qu'il voulait faire un triangle Soudan, Bruxelles, Bruxelles-Israël, et pas une ligne droite entre Soudan et Israël. Monsieur Martens, à un certain moment, a réuni le comité restreint
des ministres les plus importants. On a parlé de la question du rapatriement des réfugiés juifs en provenance du Soudan. L'argument avancé par Jean Gol, et au fond par les autres aussi, c'était un argument purement humanitaire. Il fallait venir en aide à des gens qui étaient dans la misère. C'était un devoir humain. Et dès lors, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés à convaincre les collègues au sein du gouvernement. Le grand problème que j'avais était le fait si oui ou non ces avions atterrissaient en Belgique. Ça paraît assez théorique lorsqu'un avion se pose sur le tarmac de Zaventem, mais juridiquement parlant, quand vous n'avez pas passé la douane, les frontières, le contrôle de police d'un pays, vous n'êtes pas dans le pays. Donc l'astuce de l'opération était la suivante. Pour que ça puisse réussir, il fallait que ça se fasse dans des conditions de secret ou de secret potentiel, avec des atterrissages de nuit, etc., avec des parquages d'avions à l'extrême frontière de l'aéroport. Il fallait évidemment avoir certaines précautions diplomatiques. Si le gouvernement belge devenait un gouvernement qui visiblement prenait le parti d'Israël, ça aurait pu évidemment rendre nos relations avec les pays arabes plus difficiles. On essayait de maintenir un caractère confidentiel à l'opération Moïse. Si Georges Gutelman a obtenu le silence complice du gouvernement belge, le plus dur reste cependant à faire. L'entrepreneur n'a plus que quelques jours pour composer les équipes qui participeront à ces vols de nuit secrets. Donc mon frère Georges a réuni les employés de la société, principalement les pilotes et les hôtesses de l'air, les techniciens, toute personne qui allait approcher l'avion. Et on leur a expliqué qu'on allait faire une opération humanitaire qui n'avait rien à voir avec nos vols habituels et que personne n'était obligé de participer. La seule chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'ils étaient juifs. Mon mari était le seul au courant. Il n'était pas d'accord du tout que j'y participe. Il dit c'est dangereux. Dieu sait ce qui va se passer au point de vue politique. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Il peut y avoir des oppositions. Et puis, tu vas transporter des tas de maladies. Enfin, j'ai tenu bon. Je ne voulais absolument pas qu'il interfère dans ce choix. Je crois que c'était difficile de refuser. Ça faisait des mois qu'on voyait sur la télé des gens qui crevaient de faim, qui n'avaient pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau et de tout. Et en plus, quand le patron vient te demander, dans une réunion très discrète et très confidentielle, d'assister, je ne crois pas que j'aurais osé de refuser. Pas pour M. Gutelman, mais surtout pour la question en soi. Est-ce qu'on va sauver ces gens? Est-ce qu'on va faire le maximum pour les aider? Nous avons eu quelques briefings assez succès. On nous a expliqué ce que nous devions faire à bord. Donc, comment il fallait s'occuper de ces gens, les observer. Et puis, nous, personnellement, des vaccins. Parce que ces gens souffraient quand même de pas mal de maux. Tuberculose, variole, choléra. J'ai dû subir en 15 jours une dizaine de vaccins. Ephraim Lévy a dit à Georges qu'ils étaient pris par le temps, parce que le temps passant, les gens mouraient. Donc il fallait faire vite et il voulait que l'opération débute le 20 novembre. Alors, un premier travail devait se faire, c'est obtenir les droits de trafic, les autorisations d'atterrir, non seulement aux escales de Khartoum, Bruxelles, Tel Aviv, ce qui était pas un problème, mais à des escales intermédiaires en cas de panne. Qu'est-ce qu'on allait dire si on devait s'arrêter au Caire, si on devait s'arrêter à Nicosie, si on devait s'arrêter à Athènes? I was a pilot myself before in my background. So I knew a lot about aviation and aircraft, so there was no problem. Eric Hespil came to Tel Aviv and I met with him and we planned all the flight routes and all the arrangements, all the administrative parts and the operational parts we planned together.
On a eu des réunions de 2 jours pour préparer l'opération. Le lundi, il y avait une réunion à un tel bureau. L'après-midi, il y avait une réunion à un autre bureau. C'était toujours, c'était pas un bureau officiel, c'était un bureau d'avocat, un bureau de notaire, autre chose que le Mossad, quoi. Le premier jour que je suis arrivé à Tel Aviv, il me laisse entendre une communication entre ma femme qui est à la maison en Belgique et sa mère. Je dis, c'est pas possible, c'est une communication de ce matin. Je viens d'arriver à Tel Aviv, comment est-ce que vous avez fait? Mais ils ont dit, ben non, on écoute votre téléphone chez vous à la maison. Il n'y a rien de confidentiel, mais il faut le savoir et on va vous apprendre à utiliser un langage qui est tout à fait spécial, que ce genre de truc n'arrive plus avant que l'opération démarre. C'était quand même assez impressionnant. De temps en temps, j'ai dû faire ça. Est-ce que je rêve ou est-ce que c'est vraiment où je suis dans un film ou qu'est-ce qui se passe en réalité? And later on, he came to Sudan. He had to also talk with the Sudanese Air Authority. Of course, clear with them, talk with the airport. Everything had to be closed. Je suis resté à peu près 5-6 jours à Khartoum pour préparer pour les contrats de handling, les contrats d'assistance. Parce que pour venir avec un 707, il faut des escaliers, il fallait voir s'il y a des carburants, il fallait négocier avec Sudan Airways, qui était la compagnie nationale et qui avait le handling en exclusivité à Khartoum. 3 semaines donc, après la première entrevue du Mossad et de mon frère, nous avons été prêts pour cette opération avec les pilotes, les hôtesses et le support de l'État belge. Georges Gütelmann, les équipes TEA et le Mossad ont terminé la phase de préparation. L'avion de la TEA peut désormais décoller pour se diriger vers le Soudan et récupérer les premiers réfugiés. L'opération, baptisée Moïse en référence au caractère religieux de cet exode, est lancée. To the refugee camp, we knew that there is a Jewish committee that listed the Jewish families, the Jewish people who are in the refugee camp. One of our people went to the camp and told them in 2 days' time, you have to assemble 200 people or something like that. And they were in charge of choosing the people who would travel on that particular flight or that particular operation. My uncle and my father succeeded to get a permit to take out my sister who was very sick, but not only her, but also me and my younger sister. So me and my sisters were about to leave my father and my brothers in Sudan. We've been told that we should pack our things. At the beginning, we walked kilometers at night hiding in some point. In that point, we were put on trucks. The distance from the camps to the airport was 500 kilometers. We're very anxious that they should not be able to be discovered by security blocks that were on the road. So we covered the truck with the tarpaulin, so it had to be careful that no voice would come out of the trucks, including babies. Il était prévu que les vols atterrissent à Khartoum la nuit, mais directement dirigés dans un endroit isolé et non visible par les autres compagnies aériennes, les autres avions, ainsi que les usagers de l'aéroport. Je vois des bus qui arrivent à l'aéroport, ils n'avaient pas de check-in, hein. Ils venaient directement du gate vers l'avion. Les Éthiopiens, les Falachas, sortaient de leur camion, de leur transport, et on les a vus monter à bord à toute vitesse, mais ils ne prenaient pas les rampes, ils ne montaient pas les marches. Ils grimpaient sur les escaliers, ils connaissaient, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un escalier comme ça en continu. It was very exciting to get to the airplane because before that I knew that there are such a thing, aeroplanes, and I saw it on the sky sometime, but I've never been on the aeroplane. And I was to trust enough this thing called the aeroplane to pick me up and take me to
to Jerusalem. Et alors, au pied de l'avion, l'accompagnateur les poussait pour monter le plus vite possible parce que le commandant disait « Allez, rapido, rapido, on doit partir d'ici. Hein. » Environ 200 personnes se sont engouffrées. J'ai eu un choc. C'était fantomatique. On emportait entre 200 et 250 personnes par vol. L'avion avait 170 sièges, c'est-à-dire 170 masques à oxygène. Et il est rigoureusement interdit de transporter une personne de plus qu'il y a de masques. Les premières personnes que nous devons transporter étaient excessivement maigres, beaucoup d'enfants, et on a mis 5 à 6 personnes sur 3 sièges. Il y avait des crochets pour pouvoir accrocher les Baxter, pas de bagages évidemment. Donc nos racks étaient remplis de matériel, des médicaments, des Baxter, du matériel s'il fallait pratiquer de la petite chirurgie, des accouchements. Enfin, nous étions très très bien pourvus. They put plastic covers on all the seats after the first flight because a lot of them threw up, so they were vomiting, and the atmosphere was not easy. Nous étions accompagnés de 2 ou 3 Médecins sans frontières, c'était absolument indispensable. Comme point d'exclamation de leur briefing, ils disaient, il y en a un surtout, « Mesdames, je ne veux pas de mort ». Et puis, les médecins ont commencé à repérer des gens qui n'étaient pas bien du tout, à mettre des Baxter, et ils nous ont montré pas comment placer ces Baxter, mais comment, au cours du vol, les contrôler, c'est-à-dire le goutte à goutte, voir si ça ne coulait pas trop vite, si ça ne s'arrêtait pas de couler. Quand vous sautez du cockpit et vous rentrez dans la cabine, vous avez l'impression de vous trouver dans un hôpital volant, parce qu'il y avait tellement de chemises blanches. En plus, les hôtesses étaient aussi en blanche, comme des infirmières. Le plus gros problème dans ce transport d'avion, c'était les toilettes. Ces gens souffraient, entre autres, de dysenterie chronique. Les toilettes d'un avion ne sont pas prévues pour ce genre de choses. En plus, ils n'avaient jamais vu une toilette. Il y avait une hôtesse, je dirais, à chaque porte de toilette pour expliquer comment utiliser la toilette. C'est très difficile à supporter. Il y avait la vue, il y avait l'odeur, la fréquence. Les hôtesses étaient transformées en infirmières. Nous avons des photos d'hôtesses tenant dans leurs bras des bébés, des jeunes enfants, et ils ont un sourire qui se nouait derrière la tête. C'était fantastique. L'amour que ces navigants ont donné aux passagers, ça réchauffait le cœur. Je voyais un nouveau-né, peut-être quelques heures. Ses paupières collaient. Il y avait des croûtes. Doucement, avec le produit ad hoc, j'ai commencé à nettoyer les yeux, les paupières. Tout à coup, les croûtes sont parties en une fois et il a ouvert les yeux. Et ça aussi, ça a été un très grand moment. Cet enfant qui me regarde, ça m'a fait un drôle d'effet. Il y a eu pas mal de naissances, et entre autres, il y a eu une naissance à bord, et c'est le commandant qui doit donner le nom, ou qui peut donner le nom au nouveau-né quand c'est à bord. Et il a donné le nom Charlie. L'avion était immatriculé au OTYC. En aviation, c'est Oscar, Tango, Yankee, Charlie. De là, le nom Charlie. Il y a eu quelques morts durant les vols. Je pense 3 ou 4. C'est la vie qui se termine pour l'un. C'est une naissance pour un autre. C'était dur.
De Khartoum, l'avion allait directement à Bruxelles pour faire un stop technique, refueling, réachalander l'avion avec de la nourriture, des boissons, etc. pour les passagers. Ils atterrissaient la nuit à Bruxelles. Ils allaient dans un coin très très éloigné de l'aéroport pour ne pas qu'ils soient remarqués. Les passagers à bord avaient interdiction de descendre. C'était pour une raison de sécurité et également une raison politique. L'État belge a accepté de cautionner l'opération, mais il n'était pas question que les passagers descendent et touchent le sol belge. Pendant l'opération, nous étions tenus au courant par nos propres services secrets qui étaient en contact avec le Mossad et aussi à travers Jean Gol et Gütelmann. On avait quand même une certaine inquiétude. J'étais quand même assez anxieux, dans un certain sens. Est-ce que ça va s'éventer? Est-ce qu'on va dire qu'a fait cet avion qui vient de TIA au bout de la piste ou dans un coin de l'aéroport durant une nuit? Qu'est-ce qu'il vient faire, etc. Ça ne s'est heureusement pas fait. Moi, je suis venue quelques soirs avec Georges et on est monté à bord. Et bon, les passagers ne savaient pas qui on était. C'était assez impressionnant. C'était comme un avion hôpital. Les trois quarts avaient des intraveineuses ou des masques à oxygène. On n'est pas habitué à voir des gens dans une démunie de la sorte, de voir une peur, un désarroi sur leur visage. Mais on avait le réconfort de voir le sourire des enfants. I remember people being relieved because we were rescued. There were people in the airplane giving us food, like, you know, bananas and eggs, food that we didn't have during the 6 months that we spent in the refugee camp. There were people smiling to us. On voulait qu'ils se sentent pris en main et qu'ils se sentent bien et protégés. Qu'à partir du moment où ils mettaient le pied dans cet avion, rien de mal ne pouvait leur arriver. The Ethiopian Jews exhibited a very, very strong capability of self-discipline, and this was, of course, a major element in allowing this operation to proceed without any serious problem from their side. We were waiting for the moment that someone will tell us we are in Jerusalem. And it happened a few hours later. Le cockpit nous disait toujours « Faites venir dans le cockpit quelqu'un qui parle plus ou moins anglais. Je vais leur dire qu'on va atterrir, qu'on approche de la terre promise, que c'est fini. » Et ils vont leur traduire ça au micro dans leur langue. Là, ils commençaient à devenir nerveux, excités. Là, on voyait, ils n'étaient pas plus apathiques comme au début. I think I was very afraid during that flight, but I get some courage to look down, and it was night, and it was like shining, and I said to myself, well, my uncle was right. It's going to be heaven on earth, because it was so beautiful from above. And then we landed. L'avion de la TEA atterrit à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Sur place, les Juifs éthiopiens sont pris en charge par les autorités, puis transportés vers le point final de leur périple, Jérusalem. At the airport, there are people taking care of us, giving us some food like bread, and we were gathering in some place, and we were getting clothing. I remember white socks and a military coat that everyone were given because it was winter, it was cold. And I remember that my clothing and my things
were thrown away. So when I arrived to Israel, I erased everything that was connected to the refugee camp and to Ethiopia. It was like getting born again. À Tel Aviv, l'avion était complètement nettoyé. Il y avait des espèces de personnel, comme s'ils étaient sur la Lune. C'était pour qu'ils soient protégés des virus ou de ce qui pouvait régner à bord. Et ils nettoyaient l'avion d'une façon parfaite. Il devait être reconditionné pour les prochains que nous allions recueillir. Vers le retour, l'avion avide faisait Tel Aviv vers Héraclion, Athènes ou même Chypre, qui étaient des escales techniques, mais principalement vers Héraclion, où il y avait un changement d'équipage, puis Héraclion, Khartoum de nouveau. Au cours des vols suivants, on s'est quand même habitué à les voir, à savoir comment ils allaient réagir, à ce qu'il fallait faire pour eux, pour qu'ils se sentent bien. Mais je ne sais pas si on aurait pu continuer tout le temps de notre vie professionnelle à faire ces vols. Là, je ne suis pas sûre, parce que c'est quand même un autre monde qui nous a happés. On a été pris dans ce circuit d'une façon totale. Le secret a été très bien gardé par le personnel de la TEA. À Khartoum, on logeait 24 heures. Là. Le directeur de l'hôtel, il tournait autour de nous, des hôtesses. Et il posait des questions. Et mais qu'est-ce que vous transportez? Il n'y a quand même pas des touristes qui viennent au Soudan. Je ne sais plus très bien ce qu'on lui répondait, mais on s'en tirait toujours. We took all the editors of all the big newspapers in Israel. We took them to the airport. They saw one of these airplanes landing, the TEA airplane. I told them, look, my friends, if you write one word about this in the Israeli press, one word, many thousands of Jews will die of hunger in the refugee camps in Sudan. Et nous avons dû arrêter immédiatement lorsque le secret a été divulgué. Et tout a été ébruité dans la presse internationale. C'est une étrange histoire qui vient de se dérouler sur fond de drame de la faim en Éthiopie. Une partie des Éthiopiens menacés par la sécheresse et la famine ont eu plus de chance que les autres. Les services secrets israéliens, en 6 semaines, arrivent à emmener 7000 juifs éthiopiens du Soudan en Israël par avion. Cet exodus nouveau style a nécessité la mise en place d'un véritable pont aérien dans le plus grand secret, car le Soudan n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. À l'origine de cette fuite, un journal israélien d'extrême droite établi en Cisjordanie. Sa rédaction a refusé de suivre les consignes de silence exigées par le gouvernement d'Israël. Une révélation aussitôt reprise par les médias du monde entier. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est de New York qu'est venu un coup de fil d'un journaliste du New York Times à ma personne. Et la question était relativement simple. Monsieur le ministre, êtes-vous au courant d'une opération secrète, etc. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Vous l'avez cautionné? Vous l'avez autorisé? J'ai dit oui. Je suis impliqué dans cette opération. Je ne vais pas mentir. Pourquoi mentirais-je? Il ne faut jamais mentir en politique quand les choses sont graves. Ça ne sert à rien. J'ai dû probablement téléphoner à Jean Gol ou téléphoner à Gutenman en disant « il y a quelque chose qui se passe ». Parce que c'est la première fois que quelqu'un d'autre que ceux qui devaient m'en parler m'en ont parlé. La réaction du gouvernement a été prudentissime. On n'a pas voulu donner l'impression qu'on avait à cacher certaines choses, mais on n'a pas non plus donné des explications qui pouvaient conduire à un débat beaucoup plus élargi. Voici l'un des avions de la compagnie belge qui, en 2 mois, a transporté plusieurs milliers de Juifs d'Éthiopie vers Israël. Un pont aérien qui suppose qu'au moins 5 pays étaient au courant de cette opération Moïse, puisque les réfugiés ont d'abord été acheminés vers la frontière soudanaise, puis les falachas ont été transportés vers l'Europe en survolant l'Égypte. De Rome ou de Bruxelles, d'autres appareils les ont acheminés vers Israël. Lorsque c'est paru dans la presse, Nimeri a refusé que les avions atterrissent de nouveau à Khartoum
Et ce qui était une des raisons, entre autres, que le Mossad nous a demandé d'arrêter l'opération immédiatement. L'opération, qui s'appelait Opération Moïse, vient de s'achever brutalement. 17 000 des 25 000 juifs éthiopiens avaient déjà été emmenés dans le plus grand secret en Israël, mais la nouvelle s'est ébruitée et les autorités du Soudan, par où transitaient ces falachastes, ainsi qu'on les appelle, ont averti Israël qu'elle interdisait désormais cette émigration. Quand nous passions quelques heures en Crète, là on nous a dit, voilà, on ne vient pas nous chercher ce soir, il y a un problème d'intendance avec les bus. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis on est arrivé à Khartoum et là, on a appris que toute la mission était totalement supprimée, que ça allait être notre dernier vol avec des réfugiés. C'était le jour de mon anniversaire, c'était pas le jour de joie. Il nous restait encore 1 mois ou 2 mois au maximum pour terminer l'opération en beauté. Et c'est maintenant qu'on arrête l'opération, quoi. Tout le monde était en choc, hein. Tout le monde était en choc. On était très tristes. Les pauvres Éthiopiens, dans leur état, qui pensaient partir le lendemain, ils sont restés. Je ne sais pas combien de gens peut-être sont morts du fait qu'on a dû arrêter. Il en resterait encore 3000 dans ces camps et on craint pour leur vie. Ils pourraient en effet être menacés d'être laissés sans nourriture par les Soudanais. En outre, 2000 falachas sont toujours bloqués en Éthiopie, où leur sort, vous l'avez vu, n'est guère meilleur. So there was now a way to get to Israel through Sudan. So the Ethiopian Jews was protesting in front of the parliament in Israel, in front of the Knesset, and asking, bring my father to Israel, bring my mother to Israel, because there was no way to get together. The Sudanese already knew that there were Jews in the camp because Operation Moses was dealing with Jews. What they didn't know is who is Jewish in the camp. So now it became more difficult to work in Sudan because now the Sudanese authorities already knew that there are more Jews in the camp, so they started looking for them more carefully. And the question was what we did. And we came to the United States and we put the question to them. And they sent a squadron of C-130 aircraft of the American Air Force, which landed in a Gedaref airport. They were able to land, and within less than 24 hours, they took out all the 1,000 people that were left. On les habille parce qu'ils sont arrivés pieds nus, sans bagages, faméliques et exténués. Puis on les dirige vers des centres d'intégration comme cette ferme coopérative proche de Jérusalem, où ils apprennent petit à petit à s'alimenter, à vivre à l'européenne. Ils découvrent tout de notre vie quotidienne, stupéfaits de voir une chambre s'éclairer par la simple pression d'un bouton, par exemple. I do remember the first morning in Israel. I had this teacher teaching me how to use the electricity in Israel, how to light the light, how to use the toilet, how to brush my teeth in modern way. I had to learn the language. Everything around me was new, and actually, to me, it was like, well, this is your permission to become an Israeli. That was also the first time that I realized that my color is different than the other children's color. This is the first time I noticed that, well, I'm a bit different, I'm a bit darker, and they are white. And later on I realized that it comes with some prejudice and behaviors that related to my color. Arrivés en terre promise, les Juifs éthiopiens ont été profondément déçus par l'attitude des rabbins israéliens. À Jérusalem, les autorités religieuses exigent que ces nouveaux venus subissent une conversion symbolique au judaïsme. Les Juifs éthiopiens refusent, ils veulent être traités comme tous les autres Juifs qui arrivent en Israël. Et régulièrement, ils organisent des manifestations pour protester contre ces injustices. The rabbinate asked
us to do some action of recircumcising because we were suspicious, because we were not accepted as 100% Jewish. Sometimes it can be very hurtful because we were also like the Ethiopians. We were like the Falashas, the people who don't belong to the country because we were black Jews. The Ethiopian Jewish community is actually part of the Israeli society. There are politicians, there are lawyers, TV anchors, businessmen, businesswomen, and we also part of reality TV in Israel. We have still some problems to overcome. We need to overcome the racism, the prejudice. We need to give our children the strength and the knowledge, the understanding that they are Israelis, they are part of the Israeli society, and they're entitled to be like everyone else. La compagnie aérienne belge, la compagnie privée, la TEA, est toujours à la recherche d'argent frais pour survivre. Ce matin, des négociations ont eu lieu avec la région flamande. On n'en connaît pas encore les résultats. La TEA, en fait, a besoin de plus de 3 milliards tout de suite pour assurer sa survie. Tous sont des pays de la communauté arabe ont eu des réactions par rapport à cette opération, que certainement il y a eu des difficultés au niveau des affaires étrangères pour expliquer et dire de quoi il s'agissait. Les pays arabes, ayant appris cela, ont boycotté toutes les opérations que la TEA faisait en hiver, le transport des passagers musulmans vers le pèlerinage de la Mecque, qui était une source de revenus très important pour nous en hiver, saison morte pour l'aviation de touristes. Les pays arabes nous ont non seulement plus affrétés, mais nous ont empêchés de passer au-dessus d'eux pour faire nos autres vols. Donc il fallait faire prendre un itinéraire secondaire, beaucoup plus long, ce qui a amené des frais supplémentaires à la société, temps de vol plus long, carburant plus important en consommation, les heures de vol du personnel navigant, etc. Ça a beaucoup impacté les finances de la société et cela a mené à la faillite de la société quelques années plus tard. Un avion TEA bloqué au sol à Londres et des comptes bancaires de la compagnie saisis à Zaventem vendredi. Certains créanciers de TEA se sont énervés à la fin de la semaine dernière. Georges Gutelman n'avait plus le choix. TEA ne peut plus faire face à ses échéances. Le remboursement de nombreux avions commandés avant la crise. L'endettement de la compagnie est énorme et son capital trop faible. Ça a été pour lui un choc très très important. Et oui, vraiment ça l'a cassé. Créer une compagnie aérienne, quand on n'a rien, 0 franc, 0 centime, et arriver à en faire tout ce qu'il en avait fait, et finir un peu tristement de cette manière, c'était très très dur pour lui, très très dur. Georges Gutelman créera d'autres compagnies aériennes dans les années 90 et 2000, mais elles ne connaîtront pas un succès équivalent à la TEA. L'une d'entre elles, EBA, sera revendue au milliardaire britannique Richard Branson. C'est une opération qu'on ne va jamais oublier, c'est impossible. C'est incroyable ce qu'ils ont fait, hein. Tout le monde, hein. Aussi bien M. Gutelman, Mme Gutelman, tous les gens du technique, la femme de ménage qui faisait du café et tout ça, tout le monde. Hein. Et en primo, les hôtesses qui étaient quand même à bord durant tout le trajet. Hein. C'était une belle opération. Si on ne l'avait pas fait, ben, peut-être que ça ne se serait jamais fait. Peut-être que ça se serait fait, mais qu'il y aurait eu entre-temps beaucoup de gens qui seraient morts de maladie ou de faim. Avant tout, c'était une mission humanitaire. George Gutelman did not receive anything from the Mossad, but I was able to arrange that he would receive a special certificate chosen for a special commendation because of the unique secret service they had given
to the people and the state of Israel. Il a été marqué par ça toute sa vie. C'est une occasion unique. On ne l'a pas regretté une minute de l'avoir fait, pas une seconde même. Après ça, on peut mourir tranquille. Dans les années 2010, Georges et Aline sont venus habiter en Israël, entre autres pour soigner la maladie de mon frère qui était atteint de l'Alzheimer. On savait qu'il y aurait une fin inéluctable. Malheureusement, il nous a quittés le 5 novembre 2019. George Gutelman saved a lot of people, and he didn't care that they were black or white. And he risked his business. And he did it because he believed that this is the right thing to do. I think we should all try to be a little bit George Gutelman. He rescued me, he saved my life, he saved my family's life. Il est important de savoir que tout cela s'est passé en à peine un quart de siècle. Et ça a commencé là, hier. Alors essayons de s'en souvenir.